Donc être les premiers invités de l'Open Museum, c'est une opportunité pour vous ou pour le musée? Pour les deux. C'est du win-win, comme on dit. Win-win. J'aime bien cette expression. Mais je pense que c'est une opportunité pour nous parce que du coup, on a fait des morceaux orientés d'une façon très spéciale, des morceaux pour le musée et on va s'en inspirer plus tard pour les décliner pour autre chose. Et puis je pense que c'est une opportunité pour le musée parce que du coup ça casse peut-être un peu la façon un petit peu académique de visiter les musées en France. C'est-à-dire, quitte à trop respecter l'art, on hésite peut-être un peu trop à faire des projets d'aventure et dangereux avec la collaboration d'autres artistes qui sont eux vivants et qui font des œuvres aussi. C'est pas forcément nous, mais ça peut être aussi d'autres peintres, d'autres sculpteurs, d'autres plasticiens. Et finalement, le musée, quand même, c'est un lieu d'art, donc il faut aussi qu'il comporte de la vie maintenant. Parce que finalement, c'est une opportunité pour le musée aussi, parce qu'il y a votre notoriété qui est peut-être beaucoup plus large encore que celle du Palais des Beaux-Arts. Nous, on est dans une notoriété qui est rattachée à l'œuvre d'art, à l'œuvre peinte, à l'œuvre sculptée. Oui. Alors que finalement, c'est aussi s'ouvrir sur un univers musical qu'on n'avait pas du tout chez nous. Oui. Bah, c'est vrai que avec R, on a fait quand même pas mal de concerts à Lille. Je crois qu'on en a fait 2. C'est relatif. C'est pas mal. C'est déjà ça. Donc du coup, voilà, je pense que on nous connaît un petit peu, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. L'Atrium, qu'est-ce que ça vous inspire comme espièglerie musicale? L'Atrium, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un espace tellement grand qu'on a pu justement faire des expériences de diffusion du son. Ouais. Parce que pour avoir 8 enceintes comme ça, il faut un espace énorme. Et donc du coup, c'est vraiment l'endroit idéal pour le faire. D'accord. En plus, dans l'Atrium, il y avait cette reverb très spéciale. Donc du coup, on a pu jouer avec, et finalement jouer avec la résonance de la pièce. Avec des sons qui ont dû disparaître quand même dans les premières créations, il y a des choses que vous avez dû vous avez dû vous adapter en fait à l'environnement. On a essayé de recréer l'environnement studio, on a créé une réverbération qui était équivalente à peu près au truc, donc on a composé en fonction de ça. Donc, les œuvres ont été composées pour l'Atrium, vraiment c'était la manière dont elles sont enregistrées et dépendantes du lieu pour lequel elles ont été faites. D'accord. Et ce qui n'est pas le cas pour un concert, par exemple? Non, mais en concert, l'ingénieur du son, il fait comme il peut en général. C'est eux qui s'adaptent à vous, tandis que là, cette fois-ci, vous avez fait la démarche de vous adapter à l'environnement. Exactement. D'accord. Alors, peut-on comparer la bande originale d'un film à la bande originale d'un musée? Parce que maintenant, on parle de bande originale du musée. Oui, sauf qu'en fait, là, c'est comme si c'était la Rose Pop du Caire, c'est-à-dire qu'on rentre dans le film. Chose que les gens n'ont pas la possibilité de faire quand ils vont au cinéma. Donc là, il y a vraiment une expérience supplémentaire. Ça gagne en intensité, paradoxalement. D'accord. Et quand vous avez commencé en fait à faire de la musique, est-ce que pour vous c'était une évidence de devoir collaborer avec d'autres formes d'art, avec d'autres artistes, etc. Ou alors c'est quelque chose qui vous est venu un petit peu par surprise, ou c'était bien ancré dans vos têtes avant? On voulait faire de la musique de film, je pense. Et de là à faire de la musique pour musée, non, c'était pas prévu au départ. Oui, d'accord. Et D'accord. Oui. Non, je pense parce que notre musique est incomplète. Tu vois, donc il y a toujours quelque chose qui se cristalliser dessus. D'accord. Des images ou autre chose, c'est assez ouvert. D'accord. Et généralement, ce sont les artistes qui nous demandent de collaborer avec eux. Nous, on ne fait pas forcément la demande et ça vient naturellement. Puis il y a des projets qu'on ne peut pas refuser. D'accord. Et il y a des formes d'art encore inexploitées par vos soins que vous aimeriez bien un peu collaborer avec d'autres formes d'art, par exemple une BD ou quelque chose comme ça. Vous avez déjà fait les films, aujourd'hui c'est le musée. On a fait plein de choses, la danse, un roman, l'art, la littérature avec la photo. L'idée c'est de jamais faire deux fois la même chose. Alors c'est vrai que le musée on n'y avait pas pensé. D'accord. Et du coup c'était bien. Alors, donc on peut peut-être avoir la même démarche, c'est-à-dire qu'un jour, un matin, les gens vont nous proposer un plan, on n'y aurait pas pensé, c'est ça qu'on va accepter. Mais nous, en tout cas, ça vient rarement de nous. D'accord. On est toujours sollicités, mais c'est jamais nous qui faisons la démarche. On a des sortes
petits anges gardiens qui nous amènent des bons plans comme ça. C'est une question, c'est ce que Jean-Benoît disait il y a 2 jours, c'est que finalement c'est une question de chance, on saisit les opportunités et les chances. Et c'est ça peut-être qui donne aussi un paysage. Ouais. Là, en tout cas, pour ce projet-là, oui, c'était ça. On dit non à tout, et, sauf aux choses intéressantes. On sélectionne à mort. Ouais, c'est ça. On gêne beaucoup aussi. Je pense que dans la création, il y a une autocensure nécessaire. Et notamment pour les musiques qu'on a faites, on en a ajouté certaines. C'est hyper important de gérer sa création. Savoir accepter. Accepter qu'on peut faire de la merde. Pour mieux faire après, justement. Oui, pour mieux faire. Je pense que tu peux poser cette vanne. D'accord. Donc, vous êtes formé en 1995. Je n'avais même pas 1 an, je ne savais même pas encore marcher. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là face à vous et votre musique, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, que j'aime énormément. Qu'est-ce que ça vous fait, justement, de voir des jeunes, pas du tout de votre génération, qui apprécient, qui savent écouter votre musique? Et justement, est-ce que cette diversification de vos albums, est-ce que c'est dans l'intention, je pense notamment à la collaboration avec Bloor, c'est notamment pour essayer d'aller chercher des gens qui peut-être au départ n'auraient pas été vers votre musique en fait? Nous, on n'a pas pensé à ça au moment où on faisait les disques. Et c'est comme lancer un dé et on sait pas quelle face va apparaître. Et je trouve que c'est une super surprise si des gens qui sont nés très récemment. Enfin, nous, il y avait un truc aussi qui était très important quand on faisait le disque, c'est qu'on voulait dans notre rêve le plus fou que ce soit intemporel. Oui. Donc c'est sûr que si des gens aujourd'hui trouvent les disques bien et qu'ils ne les ont pas connus à l'époque où ils sont sortis, ça veut dire qu'on a gagné la partie. C'est-à-dire que nos disques, si on peut les écouter aujourd'hui, pour toi qui est dans 94, ça veut dire que dans 30 ans, 40 ans, on pourra toujours les écouter. Et ça, c'est... on est assez honnête avec nous-mêmes au studio, on ne fait pas trop de compromis et c'est un peu la récompense à ce que je nous dis. Ça veut dire qu'on avait raison de faire ça parce que parfois, pour vendre plus de disques ou pour être plus commercial, on a tendance à mettre des choses de l'air du temps dans nos morceaux et nous on le fait pas. Par exemple, on préfère on pense qu'il faut mettre juste selon ce qui est juste dans le morceau mais pas tellement penser à si ça va plaire ou pas. Et en fait, c'est cette intemporalité. Même pour nous, Safari, on voulait pas enregistrer de batterie parce qu'on savait que la batterie allait. On ne savait pas comment l'enregistrer pour pas qu'elle soit intemporelle. On était sûr si on enregistre une batterie aujourd'hui en 97 à l'époque, en 97, on s'est dit que dans 10 ans, dans 15 ans, avec la batterie, on allait reconnaître que c'était enregistré en 97 et on ne voulait pas le faire. C'est pour ça que mon Safari il est super calme, il n'y a pas vraiment de batterie. Après, on a pris plus confiance en nous. On avait bien le Suicide, on a enregistré une batterie qui sonnait comme les batteries qu'on aime, comme les batteries de Serge Gainsbourg dans les années 70. Et ensuite, à partir de là, on a pris confiance encore plus petit à petit. Et là, maintenant, on arrive enfin à enregistrer des batteries. D'accord. Ça a mis peut-être 10 ans à se faire. Pareil, ça, c'est un exemple. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci pour le temps accordé.